de Polytech et nous poser des questions essentielles sur l'avenir de nos villes et la manière dont on peut, nous autres, préparer aussi l'avenir des citoyens chez nous. Nous allons procéder à la cérémonie d'ouverture et je voudrais remercier les deux personnalités d'être là à Casablanca pour nous permettre d'ouvrir nos travaux. Nous allons donner la parole à Madame l'ambassadrice de la République française au Maroc, Madame Enel Legal. À vous la parole. Alors, Monsieur le Président du CESE et chers participants à ce séminaire, je suis très heureuse d'ouvrir ce séminaire aux côtés du Président Chamy. Je voudrais d'abord le remercier pour son investissement personnel et pour l'engagement de l'ensemble du Conseil économique, social et environnemental dans l'organisation de cet événement en marge du Salon Polytech. J'aimerais commencer par souligner le fait que cet atelier doit être pensé comme une étape dans des processus de plus grande envergure et à plus long terme. Il vise à poser un jalon à l'échelle continentale puisqu'il doit servir à préparer le sommet Afrique-France 2020. Il peut également constituer un jalon au Maroc même, puisque le pays est fermement engagé dans la transition vers des villes durables, en contribuant notamment à alimenter les travaux du CESE à ce sujet. Et je forme également l'espoir qu'il nourrisse des initiatives de nombreux acteurs de la ville qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Dans son discours de Ouagadougou de novembre 2017, le président de la République française, Emmanuel Macron, a rappelé sa vision de l'Afrique comme un lieu d'innovation. C'est pourquoi il a décidé de placer la question de la ville et des territoires durables au cœur du sommet Afrique-France 2020 qui se tiendra à Bordeaux du 4 au 6 juin de l'année prochaine. Et j'en profite pour saluer la présence parmi nous de M. Stéphane Dubost, secrétaire général adjoint du sommet Afrique-France. La ville durable est un défi majeur de notre siècle, nécessitant un projet environnemental, économique, social, mais aussi politique via les enjeux de gouvernance locale. Tous les pays sont concernés par l'accélération sans précédent du phénomène d'urbanisation, mais les pays africains encore plus que d'autres. Partager les expériences et les expertises permet d'identifier des solutions concrètes au-delà des particularismes de chaque pays et de chaque ville. C'est l'ambition de ce séminaire ainsi que du sommet Afrique-France. L'enjeu, ce n'est pas seulement d'absorber des populations urbaines de plus en plus nombreuses, c'est de développer des politiques intégrées d'urbanisation durable. Au-delà des sujets classiques liés aux infrastructures et aux services urbains, qui restent évidemment essentiels, il s'agit de prendre en compte l'ensemble de ce qui concourt à la transformation positive des villes pour permettre aux citoyens d'avoir accès de manière durable à l'eau, à la nourriture, à un logement, à l'énergie, à la mobilité, à des biens et des services de consommation, mais aussi au sport, à l'éducation, à la culture, tout en veillant à la protection des milieux naturels et en s'adaptant au changement climatique. Donc, il s'agit de construire des villes propres, sûres, attractives, abordables et prospères, qui permettent une véritable qualité de vie. Le défi est de taille, mais les outils existent. Des initiatives produisent déjà des résultats, et nous en verrons plusieurs exemples au cours de ce séminaire. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre en cohérence les actions et unir nos efforts. Cela m'amène à souligner les notions d'inclusivité et de co-construction entre différents pays et continents, mais aussi entre différents acteurs de la ville. Il nous faut associer à cette réflexion les États, bien sûr, les organisations internationales et régionales, mais aussi les collectivités territoriales, les entreprises, la société civile, les diasporas. Là encore, c'est l'ambition qui nous anime aujourd'hui et à Bordeaux l'année prochaine. Cette co-construction, ce partage d'expériences, trouve un écho tout particulier au Maroc, qui constitue l'un des ponts essentiels entre la France et ses partenaires africains. Le Maroc, par sa position géographique et son double élan européen et africain, se trouve à la croisée des expériences d'urbanisation qui existent de part et d'autre de la Méditerranée. De manière plus large, et en sortant un petit peu du cadre de l'urbanisation durable, je n'oublie pas que c'est le Maroc qui a repris le flambeau de l'ambition française en matière climatique en accueillant, dès le lendemain de l'accord de Paris, la COP22 à Marrakech. Pour ces raisons, les initiatives qui voient le jour au Maroc méritent donc d'être étudiées attentivement. L'engagement du Royaume en matière de transition urbaine durable n'est plus à démontrer. Cet effort est conduit à l'échelon national par le biais de stratégies et de politiques cadres,
mais également à l'échelon local. Et nous verrons aujourd'hui à travers des cas concrets, comme l'expérience des villes de Chefchaouen, de Fès, de Zenata, ou encore l'expérience du Green and Smart Building Park. Le CESE est l'un des fers de lance de cette action du Royaume du Maroc, et ce n'est pas un hasard si nous nous sommes rejoints aujourd'hui pour cet événement. La France, déjà en appui des efforts du Maroc, via notamment l'AFD et les services de notre ambassade, mais aussi par ses entreprises, ses collectivités locales et sa société civile, restera à ses côtés dans cette entreprise. Je forme donc le vœu que des propositions aussi concrètes que possible puissent être dégagées à partir des cas d'études et des réflexions de notre séminaire. Le sommet qui se tiendra à Bordeaux se veut en effet tourner vers l'action et l'identification de nouveaux partenariats entre porteurs de projets, apporteurs de solutions, dans le cadre notamment d'une cité des solutions qui sera au cœur du sommet et où j'espère voir l'expérience marocaine résonner avec celle des autres pays africains. Je vous souhaite donc d'excellents travaux et j'espère revoir nombre d'entre vous à Bordeaux au mois de juin prochain pour le sommet Afrique-France 2020. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice. La parole est au président du Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc, M. Ahmed Reda Chami. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice de France au Maroc, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, chers étudiants qui nous suivent en live via streaming, ce sont les étudiants de l'ESCA, honorable assistance, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour le Conseil économique, social et environnemental d'organiser avec l'ambassade de France au Maroc cette rencontre sur un thème aussi crucial que déterminant pour l'avenir de nos sociétés respectives, celui des villes durables. En effet, si la ville a constitué de tout temps le berceau des exploits les plus ingénieux de l'humanité dans les domaines économiques, culturels, architectural, social, artistique et technologique, elle est aussi la source de plusieurs maux et menaces qui guettent la stabilité et le bien-être des citoyens et des citadins. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que 54% de la population mondiale vit dans des zones urbaines, une proportion appelée, selon les prévisions, à croître à un rythme soutenu. Tant et si bien qu'en 2050, pratiquement 7 personnes sur 10 vivront en milieu urbain. La population dans les villes avoisinera 6,7 milliards d'habitants contre 4,2 milliards aujourd'hui. Ces villes, qui couvrent seulement 3% de la surface de la Terre, consomment plus de 75% de l'énergie, émettent plus de 80% des gaz à effet de serre et produisent aujourd'hui 80% du PIB mondial. En Afrique, le continent qui abrite déjà la population la plus jeune au monde s'urbanise à une vitesse fulgurante, puisque les villes accueillent environ 15 à 18 millions de nouveaux habitants par an. D'ici 2050, la population africaine, au nombre de 1,1 milliard aujourd'hui, devrait probablement être 2 fois plus. Et plus de 80% de cette augmentation se produira dans les villes. Si on prend le Maroc, la population urbaine a été multipliée par 6 depuis 1960 et par 46 en plus d'un siècle. On était à 440 000 habitants en 1900 et nous sommes à 20,4 millions d'habitants en 2014. Ça veut dire qu'on était en 1960 3,5 millions dans les villes. Ces chiffres témoignent de l'ampleur des défis que nos sociétés doivent relever pour répondre aux besoins des populations urbaines en croissance, y compris pour le logement, les transports, les systèmes énergétiques et autres infrastructures, ainsi que pour l'emploi et les services de base tels que l'éducation et les soins de santé. Malgré les efforts déployés par nos pays en matière d'urbanisme et de dotation des villes en infrastructures et équipements, les villes connaissent plusieurs dysfonctionnements qui impactent négativement le bien-être des populations urbaines, la compétitivité et l'attractivité des villes. Il est clair aujourd'hui que même si nous avons des niveaux de développement différents, nous affrontons des urgences et des défis communs et nous consentons plusieurs efforts en vue de créer la ville de demain. Une ville résiliente, inclusive, durable et garantissant le plein épanouissement de ses habitants. Cette ambition ne pourra se concrétiser qu'en adoptant une nouvelle approche de conduite de changement multidimensionnelle, multi-acteurs et multi-échelle. J'ai la ferme conviction que la construction des villes nouvelles, réconciliant les habitants avec leur environnement et leur cadre de ville, doit nécessairement être l'émanation d'une action collective
où la démocratie participative et la citoyenneté active sont valorisées. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice en partageant nos expériences, nos visions, mais aussi nos rêves, en vue de réussir une véritable transition vers des villes durables. Mesdames et messieurs, la réussite de la transition vers des villes durables nécessite au préalable la conception d'une vision sociétale concertée et d'un projet de la ville de demain qui repose sur les 6 piliers fondamentaux de la durabilité qui sont la réduction des inégalités économiques, sociales et environnementales, la création d'emplois et de richesses, la cohésion sociale et le bien-être, l'attractivité économique, sociale et culturelle, la préservation et l'amélioration de l'environnement et de la biodiversité et l'utilisation responsable des ressources, et enfin, la résilience économique et climatique. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse en revenant à ce que disait Platon quand il parlait de la ville idéale, de la cité idéale, ou au soufi qui parlait de Ezhel Moudoun. Et en fait, il disait il y a 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est la liberté. Il faut que les gens puissent bénéficier de liberté dans ces villes. Alors, quand on parle aujourd'hui de sécurité, être dans des conditions de sécurité convenables, c'est une forme de liberté. Il parlait donc de liberté. Il parlait de participation citoyenne, donc on va retrouver ce terme de participation citoyenne. Et il parlait aussi de cohésion ou de mixité sociale. Ce qu'on a perdu, ce qu'on a perdu malheureusement dans nos villes. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de durabilité. Et donc aujourd'hui, tous autant que nous sommes en train de travailler sur ce nouveau concept, d'où les 6 piliers que je viens de décrire. Pour donner corps à cette transition, permettez-moi de partager avec vous quelques actions, fruit d'un travail de réflexion mené par le CSE sur la base d'une approche participative, reflétant à la fois le point de vue de la société civile organisée représentée au sein du CSE, mais aussi l'apport des différents acteurs auditionnés par le Conseil à l'occasion de l'élaboration de 2 documents, à savoir le focus du rapport annuel au titre de l'année 2013, consacré à la problématique de la gouvernance des villes, et l'autosaisine intitulée « Réussir la transition vers des villes durables », publié en 2017. Et ces 2 documents sont à votre disposition. Alors, les actions préconisées par le CESE afin de hisser nos villes au rang de métropole de demain portent sur 4 aspects. Premièrement, pour un mieux vivre ensemble et une appropriation de la ville, il convient d'abord de construire au niveau de chaque ville un projet sociétal de la ville appuyé par une vision économique et basé sur son potentiel et ses spécificités. Institutionnaliser les méthodes de consultation et de concertation participative avec les différentes composantes de la société civile de la ville, inciter les corps intermédiaires, partis politiques, syndicats, ONG, etc., à assumer leurs responsabilités quant à la transition vers des villes durables en assurant leur mission en matière d'encadrement des citoyens et en formant des acteurs qualifiés en matière d'animation et de gouvernance locale. 4e point, rendre l'espace public des villes plus accessible et plus sécurisé pour les femmes et accorder une attention particulière à la mobilité des personnes en situation de handicap dans la ville. Et dernier point, encourager le travail communautaire et le bénévolat, notamment auprès des élèves et des étudiants, en les impliquant dans des projets au profit de leur ville. Ceci était le premier axe pour un mieux vivre ensemble. 2e axe, pour une économie équitable et tournée vers l'avenir. Et les recommandations étaient les suivantes. Premièrement, assurer une meilleure équité entre les villes dans la territorialisation des grands projets structurants. Et on voit que ça pose problème aujourd'hui au Maroc parce que c'est même pas de 2 vitesses, mais on y a plusieurs vitesses au niveau du développement territorial dans les villes. Institutionnaliser des outils d'aménagement urbain, comme les villes nouvelles, les zones d'aménagement concerté, les projets opérationnels, les zones de réserve foncière et les périmètres de remembrement urbain. 3e, faire des villes un cadre d'innovation et de créativité afin de libérer leur potentiel. 4e idée, décliner une vision de mobilité urbaine durable et inclusive, favorisant les transports publics dans les villes, préparer à moyen terme l'infrastructure de base des villes à accueillir les véhicules électriques. Et dernier point, mettre en place des mesures favorisant la réduction des déchets par le tri sélectif à la source et le traitement valorisation. 4e axe, ou 3e axe, pour une gouvernance efficiente et durable. Et donc là, on parle de doter les métropoles d'un statut particulier en termes de prérogatives et de capacités de management moderne et opérationnel efficient,
encourager l'intercommunalité et les mécanismes de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales et mettre en place des mécanismes pour faciliter l'accès des villes au financement vert. Enfin, dernier point, développer un savoir-faire national en matière de services de ville intelligents Smart City et encourager le développement d'un écosystème de start-up. L'idée vraiment ici, c'est qu'on a toujours parlé de plans de développement, de schémas de développement d'urbanisme, on a parlé de schémas de mobilité. Là, il faut qu'on commence à parler de schémas de données. Et donc, il faut que la ville gère des données citoyennes, des données par rapport aux différents services. Et tout ceci pour pouvoir déployer des services numériques qui sont centrés sur les besoins des citoyens. Voilà l'idée principale derrière cette recommandation. Mesdames et messieurs, dans la perspective de la tenue du sommet Afrique-France 2020, qui se déroulera à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020 et au cours duquel la thématique de la transition vers des villes durables en Afrique sera au cœur des travaux, les réflexions menées par le CESE en la matière, ainsi que les outputs du présent séminaire viendront enrichir les débats de ce moment. Au-delà des propositions de politique publique, de réforme institutionnelle et d'outils de gouvernance territoriale, notre objectif est de remonter au sommet des expériences marocaines du terrain à travers les témoignages des intervenants du deuxième panel. Enfin, dans un exercice de durabilité et de participation citoyenne, nous avons invité des étudiants de l'école de management ESCA à suivre nos travaux à distance. Ils travailleront avec leurs professeurs pour nous faire remonter leurs recommandations en tant qu'usagers de nos futures villes durables. Je les remercie pour leur engagement. L'ensemble de ces propositions sera porté à l'attention des différents dirigeants qui participeront au sommet à Bordeaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi préciser que nous avons été rejoints en ligne par les étudiants de l'ISCAE à Rabat, que je tiens à saluer, qui suivent avec leurs enseignants aussi les travaux de cette séance et qui vont apporter leur contribution de la même manière. On va faire un petit effort de changement de place. Je voudrais vous prier d'applaudir à nouveau nos deux intervenants pour cette première partie que nous allons libérer. Merci Madame l'ambassadrice, merci Monsieur le Président. Et je voudrais appeler à mes côtés alors évidemment, compte tenu du nombre de sièges, je voudrais appeler l'ensemble des intervenants. Je vais me mettre au pupitre et on va pouvoir gérer ce format qui va nous permettre d'échanger. Je voudrais juste préciser que nous allons travailler en deux temps. Une première partie, on va avoir un certain nombre d'intervenants. On va gérer le temps, 10 minutes chacun maximum, pour nous permettre de planter le décor, d'avoir du contenu et de la compréhension du sujet. Et ensuite, on va avoir une deuxième partie qui sera modérée par Ali Gdira, qui collabore en tant qu'expert au sein du Conseil économique et qui va nous permettre, comme l'a annoncé l'ambassadrice tout à l'heure dans son allocution, d'avoir des focus sur des exemples et des cas. Et là, à partir de cette partie-là, on pourra avoir un moment d'échange et nous espérons que cet échange soit le plus riche possible. Donc, avant de céder la place et d'aller au pupitre pour donner la parole aux différents intervenants, je voudrais aussi qu'on me donne un micro à Chef Mercé Sidi. Venez. Je voudrais appeler à mes côtés Monsieur François-Paul Yatta, directeur des programmes auprès de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Merci beaucoup d'être là, prenez place. Je voudrais appeler mon collègue au Conseil économique, M. Abdrahim Tseri, que j'ai vu ce matin, professeur Fathallah Debi, s'il nous a rejoint, venez. Je voudrais aussi saluer la présence et l'inviter à nos côtés, président du directoire du groupe Al-Amran, M. Kanouni. Venez, on va vous laisser, installez-vous. Et je vais céder ma place à M. Méou Mezouaghi. Venez, on a ainsi notre panel au complet.
qu'on va faire, c'est, si vous le voulez bien, on va gérer les 10 minutes par intervenant. Ça nous fera pratiquement une cinquantaine de minutes à 5. Je reviendrai en fonction des opportunités, mais au minimum pour gérer le temps, peut-être avec 1 ou 2 questions pour chacun. Je vous propose, Monsieur François Poliata, de prendre la parole en premier. On va vous apporter le micro. Avec peut-être cet angle spécifique de notre continent, forte urbanisation, besoin énorme de la part d'une jeunesse qui devient de plus en plus pléthorique et une problématique durabilité pour laquelle nous n'avons pas besoin de répéter l'histoire des autres. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord présenter brièvement CGLU Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, CGLU Afrique est la voie unifiée de l'ensemble des villes et collectivités territoriales d'Afrique. Nous avons environ 16 000 membres, 16 000 collectivités territoriales en Afrique, et notre siège est à Rabat, ici au Maroc. Alors, vaste programme, monsieur le modérateur, disparité, mixité sociale, création d'emplois et de revenus et de richesses en Afrique. Je vais d'abord commencer à camper le décor. Je crois que toutes les projections donnent, pour avoir des ordres de grandeur, l'équivalent de 2,5 fois la population totale des États-Unis dans les villes africaines dans les 25 prochaines années. Donc c'est immense. Mais ce qui est encore plus immense, c'est, je dirais, la rapidité du processus. Juste pour vous donner une idée, Paris a mis 1 siècle pour passer de 500 000 habitants à 1 million d'habitants. Du 1810-1910. Lagos a mis 25 ans, 1950-1975, pour passer de 500 000 habitants à 1 million d'habitants. Alors, aujourd'hui, Lagos accueille chaque année 500 000 nouveaux habitants. Donc, vous voyez un peu le processus. Alors, en d'autres termes, nos villes courent derrière la croissance urbaine et accumulent de ce fait un déficit important d'infrastructures parce qu'elles n'arrivent pas déjà à investir durablement pour planifier et anticiper la croissance urbaine. Les différentes estimations, si je prends les estimations de la Banque mondiale, disent qu'il faut investir l'équivalent de 5,5% du PIB africain chaque année pour les infrastructures urbaines. Alors ces infrastructures, on estime qu'elles sont à 90% du ressort des collectivités territoriales, ce qui tourne autour de 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, toutes les estimations montrent qu'on investit à peine 20 milliards de dollars par an. Alors, dans ce contexte-là, où on a une croissance urbaine qui est très forte et où on a une faible capacité d'anticipation et d'investissement, on est dans la situation où, à la limite, je dirais qu'il ne faut pas être surpris que la pauvreté s'installe en ville. Mais ce sur quoi on doit se focaliser, c'est le temps que les pauvres mettent pour s'en sortir de cette situation-là. Et c'est là où toutes les politiques publiques doivent se concentrer pour faire en sorte que la trajectoire de la pauvreté soit la plus courte possible. Et pour cela, je vais faire 5 propositions d'action en termes de politique publique qui peuvent aider à raccourcir justement ce temps. La première proposition, c'est accroître la capacité des villes à dépenser. Une ville qui ne dépense pas, qui ne prélève pas, qui ne dépense pas, s'appauvrit et appauvrit ses habitants. Pour 3 raisons. D'abord, la dépense publique, c'est un intrant à la production, c'est un intrant à la productivité des différentes unités économiques. C'est une commande, donc c'est des contrats qu'on offre aux entreprises qui permettent de créer des emplois, de distribuer de la richesse. Et surtout aussi, la dépense publique, c'est un pouvoir attractif des activités économiques.
il est difficile de s'installer dans une ville où l'environnement infrastructurel est de pauvre qualité. Et donc, les unités économiques auront tendance à aller là où l'environnement infrastructurel est de bonne qualité. Le deuxième point en termes de politique publique, je pense qu'il faut décentraliser les marchés publics. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Il se passe que dans la pratique, on prend des lois de la décentralisation, mais on n'amende pas les autres législations à l'aune justement des processus de décentralisation. Concrètement, dans 90% des pays africains, si vous prenez la seconde ville, je prends seulement la seconde ville de rang, vous êtes sûr que 100% des marchés publics sont exécutés par des entreprises qui viennent de la capitale. Ce n'est pas concevable. Si on veut créer et promouvoir des économies locales, il faut faire en sorte que cette décentralisation des marchés publics soit une réalité et qu'elle puisse aider à créer un tissu économique viable permettant de créer de la richesse et d'offrir des emplois. La troisième proposition en termes de politique publique, c'est de donner une dimension spatiale aux politiques publiques. Je prends un exemple. J'étais, il y a 3 mois, dans un pays africain que je ne citerai pas, un pays anglophone. Il y a une cérémonie nationale dans une ville. Et puis, le ministre des PME et PMI arrive pour la cérémonie nationale. Et le maire de cette ville lui dit, « Monsieur le ministre, de ma ville. » Ah bon, le ministre s'est posé la question si le maire était en train de le, comme on dirait, de le taquiner un peu. Il dit, mais monsieur le maire, je suis ministre de la République. Et le maire de lui dit, mais monsieur le ministre, vous êtes ministre de PME, PMI. Les 2 tiers des PME, PMI dont vous occupez sont dans ma ville. C'est pourquoi je vous appelle ministre de ma ville. Alors vous imaginez qu'est-ce qu'on rate en termes d'efficacité des politiques publiques quand on ne prend pas en compte justement cette dimension spatiale. Comment est-ce qu'on peut mieux aider les PME, PMI si on ne prend pas en compte les questions de sous-traitance, de consommation intermédiaire, toutes choses qui sont liées à la localisation de ces PME, PMI. Donc, inclure une dimension spatiale aux politiques publiques, c'est quelque chose de très important qui permet justement d'aider à l'atteinte de notre résultat qui est la ville durable. La 4e proposition, c'est faire le lien entre les programmes de lutte contre la pauvreté et le secteur informel. Alors, je crois que vous avez tous entendu, quand je prends les anciennes publications des années 70, 60, où on parlait d'éradiquer le secteur informel, eh bien le secteur informel est toujours là, on n'a pas réussi à l'éradiquer. Et quand on fait des analyses économiques fines de ces villes-là, vous vous rendez compte que la moitié de la production de richesse et les 2 tiers de l'emploi sont produits par ce secteur informel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour appuyer ce secteur informel-là et faire en sorte qu'il passe de cette informalité que certains confondent à de l'illégalité, d'ailleurs c'est pourquoi on parle d'éradiquer le secteur informel, à justement un statut beaucoup plus informel, et beaucoup plus formel plutôt. Et je pense que pour cela, notamment les programmes des ODD, de réalisation des ODD dans les différents pays, peuvent aider à faire en sorte justement qu'on appuie ce couplage entre la lutte contre la pauvreté et le secteur informel. Enfin, dernière proposition, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, c'est mettre l'accent sur les interactions ville-campagne. En Afrique, vous avez 2 types de villes. Vous avez ce qu'on appelle les villes qui sont accrochées à l'économie monde, Casa, Lagos, etc. Mais vous avez beaucoup de villes qui sont des petites et intermédiaires villes qui structurent l'espace et qui font le lien entre justement le milieu urbain et le milieu rural. Donc il faut travailler sur cette échelle-là si on veut que cette durabilité soit une réalité. Et la meilleure façon de travailler sur cet espace, c'est de faire en sorte que les interactions soient facilitées, qu'il y ait le moins possible de coûts de transaction. Et c'est ce qui nous a amené à dire à CGLU Afrique qu'il faudra peut-être
urbaniser les politiques rurales et ruraliser les politiques urbaines. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Pas été trop long. Merci. Non, c'est parfait. Merci. On est dans les temps. Merci beaucoup. Et en tout cas, ça nous donne un éclairage et ça nous permet de comprendre l'angle de vue. Vous qui gérez ces questions de cité, de gouvernements locaux et de regarder la politique de gouvernance entre les États et les villes elles-mêmes. Mais merci d'avoir mis l'accent sur la question de mixité sociale, le fait d'embarquer les populations et de lutter contre la pauvreté, parce que, in fine, c'est peut-être ça le vrai sujet. La durabilité ne peut pas se faire sans les citoyens qui sont inclus. Il faut qu'il y ait de l'inclusion. Et c'est, je pense, quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit. On va donner la parole sur un sujet complémentaire à Abdelrahim Khseri, qui est membre du Conseil économique et président de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Merci, cher ami. Vraiment, d'organisation et de fonctionnement à l'échelle territoriale et à l'échelle internationale n'est qu'un moyen pour un objectif que, au niveau du Conseil économique et social, en élaborant le projet sur réussir la transition vers des villes durables, on a essayé de voir quels sont les objectifs sur lesquels on doit travailler pour un petit peu distinguer entre les objectifs et les moyens. Alors les objectifs, on a choisi deux types. D'abord les ODD, qu'on considère pour cet agenda 2030 comme le SMIC, qu'on doit avoir dans toute société pour l'accès à l'eau, pour éradiquer la pauvreté, etc. C'est le SMIC. Il faut absolument que tous les pays essayent, c'est-à-dire toutes les sociétés mondiales, nationales et locales, doivent œuvrer pour réaliser les ODD. Le deuxième objectif, c'est un petit peu les 6 principes qui sont cités par l'ISO 37101 des villes durables et qui sont vraiment les objectifs sur lesquels il ne faut pas perdre la vue, sinon on mélange tout. Alors, les 6 principes, d'abord, l'attractivité, la préservation de l'environnement, la résilience, l'utilisation responsable des ressources, la cohésion sociale et le bien-être. Et la 6e, je crois, c'est là où il faut vraiment axer vraiment notre attention, c'est le bien-être de la population. Et ce bien-être, le modèle de développement actuel à l'échelle mondiale, il ne permet pratiquement pas d'atteindre ce bien-être pour la majorité de la population. Parce que c'est un modèle qui concentre les richesses, qui augmente les inégalités, avec 16 personnes à l'échelle mondiale qui ont la richesse de 3 milliards de la population mondiale. Ça indique un petit peu tout. Et on peut vraiment trouver, avec des échelons différents, le même constat au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque pays. Et c'est pourquoi ce modèle de développement est à revoir. Et vraiment, le Maroc peut se féliciter parce que la vision royale était vraiment en avant de ce qui se passe au niveau des pays européens, des États-Unis. Tout le monde voit que toute la population, avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux, la population n'accepte plus ce modèle de développement. Et on voit qu'il transgresse sur toutes les formes d'intermédiation, les partis politiques, la société civile, tous les intermédiaires, ils sautent. Pourquoi? Parce que le modèle de développement, il a atteint ses limites, partout au niveau mondial. Et il faut absolument le repenser. Et l'initiative de repenser ça au niveau du Maroc, je crois que ça doit être une initiative mondiale. Et comment le repenser? D'abord, de clarifier les concepts. Premièrement, lorsqu'on parle d'un développement économique, social, culturel, environnemental, l'objectif, c'est le bien-être. Et on peut être plus heureux sans avoir des moyens parfois beaucoup plus importants qui existent dans certains pays où l'indicateur bonheur, l'indice de bonheur, il est trop faible. Et ça dit tout. Il faut absolument revoir les approches, il faut revoir les mécanismes pour revenir sur des situations, par exemple en Afrique, où on a 40% de la population qui vit au Maroc, qui vit dans le monde rural,
la population africaine, c'est plus de 50% qui vit dans le monde rural, avec une participation au PIB qui ne dépasse pas généralement 10%. Donc les richesses, ils sont au niveau des villes. Le capital, il est au niveau des villes. Et la population et l'emploi, ils ne sont pas au niveau des villes. C'est pourquoi il faut absolument revoir le modèle, parce que ces gens-là, il ne faut pas attendre 200 ans, ils ne sont plus prêts à attendre 50, 60 ans pour accéder à ce partage des bénéfices de leur pays. Et c'est là où il faut revoir un petit peu le modèle de gouvernance. Parce que le pire des modèles avec lesquels on peut gouverner un pays, ou un État, ou un territoire, c'est la démocratie. Mais on n'a pas trouvé mieux. Parce que, à part la démocratie, on va vers la dictature. Mais la démocratie, maintenant, on est en train de la revoir. Aussi bien au CESE marocain que CES français. Et il y a pas mal de recherches et de rapports. Et d'ailleurs, demain, on va présenter un rapport, le jeudi. On va partager un rapport sur la gouvernance territoriale pour revoir vraiment les concepts. Parce qu'on a une constitution qui est très en avance. La constitution, elle parle de vraiment, dans le premier article, l'article 1er de la constitution marocaine, il dit que l'État marocain se base sur le Parlement, etc., les institutions, mais aussi sur la démocratie participative et la participation citoyenne. Deux mots clés qui sont vraiment aux têtes de chapitre. Pourquoi ces deux-là sont très importants? Parce que tout le système économique, etc., on peut vraiment le réformer si le système politique marche. Si le système politique est correct, il libérera les énergies, il permettra le partage et la participation de tous. Mais ce système politique, il a montré que les élections, comme seul moyen de redevance et de donner les comptes par rapport à la population, tous les 5 ans, ça ne marche pas. Parce qu'il y a tellement de maîtrise de ce système, et parfois même de manipulation de système, que les différents acteurs politiques, ils arrivent à se mettre ensemble, même s'ils sont dans des pôles totalement opposés, et sur des agendas et des programmes qui ne permettent pas vraiment le bien-être et le partage réel et la solidarité nécessaire de toute la population. C'est pourquoi ce mandat qui est donné aux politiques, il faut qu'il revienne à la société civile et à la population. Et même la société civile n'est pas vraiment l'acteur principal, c'est un intermédiaire aussi. C'est la population. Et c'est pourquoi, parmi les meilleures démocraties, c'est celle qui donne la voix à la participation. C'est ce qui est en train de se réfléchir. Alors, est-ce qu'on va vers des référendums pour que la population s'exprime à chaque fois qu'il y a un blocage ou qu'il y a des décisions qui ne sont pas acceptées par la majorité? Est-ce qu'on fait des pétitions comme c'est dans la loi marocaine? Rien que pour, vous avez une signature de 505 000 personnes, rien que pour mettre un point dans l'ordre du jour du conseil communal ou dans le Parlement. Et après, les politiques, ils peuvent parler 10 minutes, et ça y est, ça passe. Ce n'est pas vraiment le modèle. Est-ce qu'on va vers le modèle suisse où ils ont cette capacité d'agir et de reprendre la main par rapport aux politiques? Et ce qui est critiqué dans tous nos pays, et même dans des pays européens, c'est le référendum, il est dangereux. On ne peut pas aller vers la population. Même si c'est la population qui a élu le chef de gouvernement, le Parlement et tout, mais on a peur d'elle. C'est pourquoi il faut innover dans d'autres formes, où il faut, et d'ailleurs, notre président Reda Chami, il travaille énormément sur ça. Parfois, il faut choisir une partie de la population qui peut la représenter en dehors des politiques. C'est ce qui se passe, par exemple, dans les jurys pour des tribunaux de certains pays. Et ça, c'est le plus difficile à faire, c'est de donner la main à une population pour dire telle personne, elle est innocente ou il est vraiment... c'est pourquoi il faut absolument revoir le système. La démocratie participative, les concepts, il faut les différencier. Pour nous, par exemple, dans la loi 111, 112, 113, 114 des collectivités territoriales, on a décliné uniquement la consultation. Ce n'est même pas la concertation et ce n'est même pas la participation. Alors qu'on a un article de la Constitution, l'article 12, qui donne le droit aux associations intéressées par la chose publique et aux ONG de participer à l'élaboration, mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Et cet article, il exige une loi et non pas
des décrets ou une autre forme. C'est pourquoi il faut revoir le système, il faut clarifier les concepts, il faut mettre de bons mécanismes adaptés à la population, adaptés à chaque contexte et améliorer cette... C'est pourquoi des institutions comme le Conseil, même s'ils sont d'ordre consultatif, leur avis, ils pèsent pour un petit peu éclairer, mais aussi pour permettre une évaluation par la population des élus et améliorer le système de gouvernance. Et merci. Merci, mon cher Abdelrahim, pour ce partage d'idées. Est-ce qu'on doit retenir quelque part dans tes propos que nous devons dessiner la ville de demain avec une nouvelle forme de rôle joué par les citoyens et une autre forme de participation? Parce que tu nous as posé plus de questions que donné de réponses. Donc, qu'est-ce qu'on doit garder à l'esprit? Oui, à l'esprit, ce qu'on doit garder, c'est que vraiment la participation de la population dans la construction de la vision de leur projet, de leur territoire et de leur pays est essentielle. Et il ne peut pas passer par le système démocratique actuel. Il faut absolument renforcer la participation citoyenne directe de manière innovante, avec des formules adaptées à chaque contexte, mais aussi la démocratie participative, et non pas essayer de rester dans la consultation ou la concertation qui a montré ses limites. Et c'est l'appropriation de la population de ce droit d'agir avec les politiques qui permettra vraiment le développement équilibré, inclusif et harmonieux, que ce soit dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Voilà. Merci. Cela passe aussi par la capacité de chaque pays à préparer des citoyens qui eux-mêmes ont un sens de la responsabilité, sont capables de prendre en charge les vrais enjeux, au-delà de la prise de conscience, d'être des acteurs de la vie de leur propre société. Merci beaucoup. On va écouter l'avis du professeur Deby. Je voudrais rappeler que vous êtes vous-même urbaniste et vous intervenez auprès d'un certain nombre d'organisations dans des villes, vous observez des situations et j'ai envie de vous demander, aujourd'hui dans nos villes, on est interpellé par deux effets. Le premier, c'est la capacité des villes à se développer, à se déformer dans certains cas, ou en tout cas avoir une morphologie non maîtrisée. Et deuxièmement, une nécessité de mobilité permanente qui fait qu'aujourd'hui, on doit imaginer la relation du citoyen dans la ville, la relation des acteurs et des composantes de la ville différemment. Quel est votre regard sur ce sujet? On va vous rapprocher le micro. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais apporter plutôt un témoignage par rapport à des pratiques que j'ai eues en matière de planification urbaine à l'échelle de régions et de villes au Maroc. Mais à travers la lecture que j'ai eue du rapport de cadrage et des premières interventions, je dois dire qu'il faut peut-être, avant que j'apporte cet éclairage, dire que le concept de durabilité des villes, c'est un concept qui a été discuté dans beaucoup d'instances et par beaucoup de chercheurs. C'est vrai que la durabilité des villes repose évidemment sur un système économique qui peut produire de la richesse et créer de l'emploi, parce que c'est quand même ça l'enjeu des villes. On ne vient pas dans les villes pour se loger, on vient pour travailler. Ensuite, il faut que la ville participe en quelque sorte à répondre aux besoins de la population, aux besoins sociaux dans les différents domaines, logement, l'accès aux services de base, et participe au renforcement de la cohésion sociale. Et puis évidemment, il faut que les ressources qu'elle utilise et qu'elle mobilise puissent être maîtrisées de telle sorte qu'elle puisse en quelque sorte assurer cette durabilité. Évidemment, pour faire ça, il faut avoir une gouvernance efficiente, efficace, qui permet, dans la mesure du possible, d'associer l'ensemble des partenaires concernés, et en particulier les citoyens. Évidemment, quand on parle de ville, on parle d'enjeux, on parle d'intérêts divergents, et forcément, il y a des acteurs multiples qui n'ont pas les mêmes points de vue sur la question de la ville et de son développement, qui ne partagent pas forcément les mêmes objectifs parce qu'ils ont des attentes différentes. Et la population, elle est aussi, ce n'est pas un bloc homogène, elle est traversée aussi par des intérêts, par des
des attentes différentes et des besoins différents. Et partons de ce constat, évidemment, la question de la participation ou de la consultation de la population se pose avec acuité. Je peux dire que dans le cas que j'ai à traiter, dans le cadre d'élaboration des documents d'urbanisme et quand j'ai accompagné un certain nombre d'institutions dans les questions de planification, je m'aperçois que le thème de la participation, il est souvent avancé, à juste titre, comme une revendication, mais il est très difficile à opérationnaliser pour diverses raisons, quand bien même il existe des dispositions qui permettent aux habitants d'exprimer leur point de vue. Je pense notamment dans certains documents d'urbanisme où il y a ce qu'on appelle des enquêtes publiques, où on doit afficher le document pour que les propriétaires et les habitants puissent formuler leur point de vue. On s'aperçoit que dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe et que la gestion de la participation nécessite un apprentissage, un savoir-faire qui d'ailleurs ne se pose pas uniquement au Maroc, on le voit dans pas mal de pays. Peut-être que faudrait-il commencer déjà par l'information, rendre les données accessibles au maximum de personnes et aux citoyens. Ensuite, envisager éventuellement de la consultation avant d'envisager la participation qui est vraiment un processus plus complexe à mettre en œuvre. Je voudrais juste dire ça en introduction avant de traiter la question de la mobilité avec le problème des villes. Et on gère le temps en même temps. On gère le temps. Si vous m'arrêtez à tout moment, il n'y a pas de souci. Alors, la question du développement urbain, évidemment, au-delà du concept de la durabilité, le phénomène, il est difficile à maîtriser. D'abord parce que, bon, ça a été dit, il y a la rapidité du processus. Bon, c'est durable, il y a l'exode rural et c'est un fait qui traverse un peu toute l'Afrique et qui a traversé aussi d'autres pays. Et ça se manifeste concrètement par des besoins sociaux importants en matière de logement, de services de base, d'emploi, d'activité, avec la spécificité dans nos villes, et en particulier dans les villes d'Afrique subsaharienne, le problème du secteur informel qui a été souligné tout à l'heure. Spatialement, ça se traduit comment? Ça se traduit par un étalement urbain important dont le rythme de croissance est plus important que la croissance de la population. On a un phénomène de densité qui baisse, tout simplement parce qu'il y a une extension démesurée de nos territoires urbains, en particulier les métropoles. Mais en même temps, et c'est ça le paradoxe, à l'intérieur des territoires, des périmètres urbains, on a ce qu'on appelle des friches urbains, c'est-à-dire des territoires sous-utilisés, des terrains vacants ou des équipements grands consommateurs d'espace ou générateurs de trafic qui n'ont plus de raison d'être à l'intérieur des périmètres urbains. Et alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, diverses raisons, des spéculations, de rétention, de sous-utilisation, tout ça fait qu'on est dans cette situation-là où comment gérer cette contradiction, et dans certains cas, on a à l'intérieur du périmètre urbain une capacité d'accueil qui peut dépasser les prévisions de la croissance pour 10, 15 ans, alors qu'on continue à s'étendre à l'extérieur. Deuxième élément, alors évidemment, ce phénomène est exacerbé dans les grandes métropoles, mais parallèlement, on a ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le rôle des petites villes. On a un réseau de petites villes. Au Maroc, on a 250 unités qui ont moins de 30 000 habitants qui jouent un rôle crucial en matière de développement. Parce que c'est ce qui permet de retenir la population, en partie. C'est ce qui permet d'optimiser l'accès aux services de base, en particulier pour l'enseignement et la santé. Sinon, le milieu rural n'aurait pas cette facilité d'accès, et pour lesquels il n'y a pas de stratégie en matière de développement, alors qu'on focalise essentiellement sur les grandes métropoles, à juste raison, parce que les grandes métropoles produisent de la richesse et sont considérées comme des locomotives de développement, alors qu'on aura intérêt à regarder en même temps ce qui se passe ailleurs, ne serait-ce que pour réduire cet aspect de concentration sur les grandes métropoles, avec tous les problèmes que ça pose, le développement de périphérie, avec la paupérisation, et qui pose avec acuité le problème de la mobilité, de l'accessibilité à ces territoires-là. Deuxième caractéristique importante, c'est les inégalités territoriales, sociales et territoriales à l'intérieur des régions, entre les régions, à l'intérieur des régions et à l'intérieur des grandes métropoles. On a globalement des inégalités entre ce qu'on peut appeler la partie centrale et la périphérie, avec tous les développements que ça peut poser.
et les contraintes que ça peut poser. On a l'exemple ici de Casablanca. La périphérie de Casablanca, c'est un territoire immense avec tout ce qui concentre des problèmes sociaux, de sous-équipement, d'accessibilité, etc. Mais on a aussi à l'intérieur du territoire des périmètres urbains des inégalités entre certains secteurs avec la persistance de certains poches de pauvreté et de secteurs dégradés à l'intérieur de ces territoires-là. La difficulté, évidemment, en matière de planification, c'est qu'il faut répondre à des besoins urgents qui sont posés aujourd'hui par le fait de l'accumulation d'un certain nombre de déficits, mais aussi de prévenir, parce qu'on ne fait pas de la planification uniquement pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, il faut anticiper. Et donc, il faut faire en même temps cet effort sur le plan intellectuel. Alors, l'expérience marocaine est assez riche, parce qu'en matière de planification, on a accumulé quand même pas mal de réussites et de pratiques assez intéressantes à souligner. Il faut rappeler que le Maroc a quand même un siècle pratiquement de planification et d'urbanisme moderne, depuis 1914, le premier texte d'urbanisme. Et on a, à travers l'histoire, on a su mettre en place un certain nombre d'institutions, d'outils de planification, d'opérateurs et de pratiques qui permettent en quelque sorte de répondre en partie à ces problématiques que j'ai soulignées. Seulement, ces textes et ces dispositions ne sont pas suffisantes, en quelque sorte, si on ne prend pas conscience que c'est dans la pratique réelle, dans l'opérationnalisation de ces textes et dans la mise en cohérence, en quelque sorte, des différentes actions qui sont menées, s'il n'y a pas un effort qui est fait en la matière. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Maroc a plusieurs politiques sectorielles dans plusieurs domaines. Et un des enjeux importants, c'est quand même de mettre en cohérence et en convergence ces politiques sectorielles à l'intérieur du territoire. Je donne un exemple ou deux juste pour illustrer mon propos en relation avec la mobilité. On continue à faire des extensions urbaines, des zones d'urbanisation nouvelles, des villes nouvelles, parfois sans nécessairement articuler ces choix qui sont stratégiques avec certaines politiques sectorielles, notamment en matière de transport et de mobilité ou en matière de localisation des zones d'activité. Il n'est pas normal qu'on puisse avoir des développements périphériques importants sans qu'on ait en premier plan, le premier réflexe, c'est de dire comment on va assurer la mobilité, le déplacement de cette population qui arrive. Il n'est pas normal qu'on puisse imaginer des entités urbaines importantes à la périphérie, à 20-30 km de la ville, sans qu'on puisse poser la question d'une manière frontale des équipements et des services et de l'activité économique de cette population. Sinon, on va encore renforcer le problème de la mobilité, les difficultés de transport, etc. Alors, en matière de transport, vous m'arrêtez si j'ai dépassé mon limite. Si je vous laisse conclure. Je laisse conclure. Juste qu'en matière de planification des transports, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut garder à l'esprit. Il doit y avoir une articulation en amont, le plus en amont possible, entre la planification spatiale et la planification des transports. Plus on retarde cette articulation, plus on a de difficultés. Il n'est pas normal qu'on fasse des schémas directeurs qui définissent des choix stratégiques en l'absence de ce qui va être fait en matière de transport et que les PDU qui sont réalisés, notamment les plans de déplacement urbain, viennent après pour justifier un certain nombre de choses. Il y a des dispositions concrètes qui peuvent être faites. Par exemple, partons du constat. Aujourd'hui, la répartition modale nous indique qu'il y a 60% des déplacements se font à pied. Alors, s'ils se font à pied, la question qui doit se poser d'une manière simple, c'est comment partager l'espace public d'une manière équitable. Je ne dis pas qu'on va réserver 60% pour les piétons, parce qu'il faut bien qu'il y ait de la voiture et du transport collectif, mais il faut bien prendre acte de cette situation et aménager les villes et les espaces en conséquence. Je dirais aussi la même chose pour les deux roues. Je vois que vous souriez. Pour les deux roues jouent un rôle important. À Marrakech, ils représentent 13% de déplacement, plus que le transport collectif. Dans certains pays, c'est quelque chose qui est admis, accepté. Dans le pays, je cite le Pays-Bas. Chez nous, parfois, il a une connotation sociale parce qu'il est plus ou moins dévalorisé. Peut-être qu'il faut changer peut-être certaines pratiques. À travers le changement de certaines pratiques, on peut améliorer déjà les conditions d'accès et de la mobilité. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Deby. Merci pour votre regard parce que, in fine, en vous écoutant, il y a des choses extrêmement pragmatiques sur lesquelles vous nous interpellez. Oui, vous interpellez en fait la manière dont on fait les choses. J'apprécie particulièrement
si je peux reprendre et souligner cette idée parce qu'elle me semble intéressante, une parmi celles que vous avez évoquées, on a beaucoup parlé dans notre pays, on a eu beaucoup de débats sur les questions de mise en cohérence des stratégies sectorielles. Mais vous nous dites, mise en cohérence des stratégies sectorielles, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire cette mise en cohérence dans une dimension territoriale et spatiale, parce que c'est comme ça, in fine, qu'on crée de la richesse, c'est comme ça qu'on fait de l'impact, c'est comme ça qu'on arrive à faire du résultat. Je crois que la deuxième idée à laquelle vous faites un peu écho avec l'intervention de M. Yatta tout à l'heure, c'est celle des petites villes. M. Yatta disait, on a les grandes métropoles connectées au monde, à la mondialisation, et nous avons, après le reste, c'est les campagnes africaines. Et vous nous dites, au Maroc, on a 250 petites villes, elles ont un rôle fondamental à jouer, mais si on considère qu'elles ont un rôle fondamental à jouer, il faut qu'on puisse prendre la place de ces villes et les accompagner avec des vraies politiques publiques qui fait qu'elles sont connectées complètement au reste du pays. C'est un peu ça l'idée qu'on doit garder. Merci beaucoup pour ces éclairages. Ça nous permet d'avoir des vraies interventions complémentaires et des idées qui viennent enrichir nos débats. On va aller vers le directeur de l'AFD au Maroc, M. Mio Mezouagui, en vous remerciant de votre présence. Au niveau de l'AFD, ces questions de ville durable ne sont pas nouvelles. Il y a pas mal de littérature, en tout cas, et de débats faits à l'AFD sur ces sujets-là, et en particulier de l'engagement de l'AFD sur le continent africain. Comment vous regardez ce sujet et comment est-ce qu'on peut se projeter avec votre analyse dans le temps? Très bien, merci. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais peut-être pas revenir sur ce qui a été dit et peut-être mettre l'accent sur ce qui a été pas dit ou moins dit. Et puis, deuxième préalable, je vais peut-être revenir à l'introduction de départ et peut-être faire écho peut-être à la présentation de mon voisin sur, au fond, ce qu'on s'est dit quand même depuis tout à l'heure, c'est pourquoi les villes en Afrique doivent se réinventer. Donc il y a effectivement ce facteur démographique qui a été précisé, je ne reviens pas là-dessus, qui est inédit dans l'histoire de l'humanité. Il y a bien sûr cette croissance urbaine qui est assez folle. Si on remonte dans le temps, c'est 3% d'urbains quelque part autour des années 1800. Monsieur Chamy disait, rappelez le chiffre de plus de la moitié aujourd'hui, et on est quand même sur une trajectoire de plus de 70% d'urbains à horizon 2050. Et que cette croissance urbaine, au fond, si je reviens à l'Afrique, et ça il faut le dire, je crois, se fait beaucoup dans l'informalité. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de débordement. La croissance urbaine va beaucoup plus vite, au fond, que la capacité des villes à accueillir et à absorber ces flux. Et donc, M. Kanouni peut-être reviendra sur cet aspect-là, c'est qu'aujourd'hui, 40% de la croissance urbaine se fait dans l'informalité, c'est-à-dire qu'elle se fait dans les quartiers périphériques et précaires. Et donc ça, c'est une spécificité très forte de la croissance africaine. Peut-être juste pour donner aussi un exemple, je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, historiquement, on a vu des grandes mégapoles émerger en Europe. On les a vus un peu plus tard émerger en Asie. Il y a une certitude, c'est que les prochaines mégapoles seront en Afrique. Donc les plus grandes villes du monde seront africaines. Une ville comme Kinshasa, par exemple, juste pour donner cet exemple, qui au fond accueillait quelques milliers de personnes à l'indépendance, c'est d'ici quelques décennies près de 30 millions d'habitants, c'est-à-dire pas loin de la population marocaine et pas loin de la population du Canada, dans une seule ville. Donc vous voyez bien qu'au fond, et c'est un peu le sujet de cet atelier, c'est au fond de se poser la question de... Aujourd'hui, on voit bien que ces villes sont en train de se réinventer, qu'on le veuille ou non, pour le meilleur et pour le pire. Elles se réinventent, et elles se réinventent très largement aujourd'hui sur le continent africain. Alors, ça a été aussi dit tout à l'heure, peut-être juste de manière plus ramassée, dire pourquoi la transition des villes n'est plus une option, c'est un impératif. Voilà, on n'a plus vraiment le choix, pour les raisons que je viens d'indiquer, pour les raisons démographiques, aussi pour les raisons de viabilité écologique. Alors ça a été dit aussi en introduction, les villes produisent 80% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est 80% de la consommation de l'énergie. Donc il est évident que ce modèle
n'est plus viable et n'est plus soutenable. Donc il y a cette question de comment ces villes surconsomment de l'énergie. Et puis il y a la problématique qu'on a peu indiquée, et donc c'est pour ça que je vais insister là-dessus, sur la question du changement climatique. Alors, je vais juste vous donner comme aussi un exemple. On a cité la grande ville de Bordeaux. Il y a des travaux du GIEC qui ont, au fond, prolongé les tendances du régime climatique de la ville de Bordeaux, et à horizon 2050, la ville de Bordeaux connaîtra le climat de la ville de Séville. Donc il est évident que la ville de Bordeaux devra se transformer pour essayer de s'adapter à cette contrainte climatique. Donc le deuxième élément qui est très fort en termes de facteur, de déterminant de la transition, c'est bien sûr la question de la fragmentation des territoires. Je ne reviens pas là-dessus, on le voit partout, il y a des trappes de pauvreté aujourd'hui au sein même des villes, et donc des inégalités territoriales, sociales, genre, on n'en a pas parlé, très fortes, qui se développent aujourd'hui au sein des villes. Et puis le troisième déterminant qui est très fort en termes de transition des villes, qui a été aussi introduit par M. Chamy tout à l'heure, c'est la question du numérique. Alors la question du numérique, c'est important, c'est que vous voyez bien que nous tous, avec nos portables, on produit des données extrêmement importantes. Et l'agrégation de tout ça, à l'échelle d'une ville, c'est au fond incommensurable. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le pilotage de la gestion des grands services publics, collectifs, individuels, se fait aujourd'hui par le numérique. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est capable, en temps réel, de pouvoir suivre, mesurer la question de la qualité de l'air. Voilà, ça c'est le numérique qui le permet. Je sais qu'au Maroc, il y a toute cette problématique autour de l'optimisation des infrastructures. On voit bien que l'optimisation des infrastructures passe quand même très largement par la capacité d'utiliser et de connecter autrement, différemment, les usagers des infrastructures. Ce que je disais tout à l'heure, au fond, sur ces grands déterminants de la transition, pour une maison comme l'AFD, puisque c'était la question, pour une maison comme l'AFD, on le voit à travers un ensemble d'enjeux. Alors je vais le faire de manière un peu synthétique, je ne vais pas trop développer. Il y a une question qui est fondamentale, qui est, on voit bien, on est quand même à la rupture d'un ensemble de modèles. Le débat au Maroc est très vivace sur la question du modèle de développement, mais au fond, ça pose cette question de... on est en bout de chaîne quand même d'un modèle, et qu'on voit bien que le modèle dont vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure, de l'étalement des villes, aujourd'hui, c'est un modèle qui n'est plus viable, et que se pose la question de comment on construit, comment on aménage de nouvelles villes, avec cette question fondamentale de la morphologie des villes. Alors, tout à l'heure, certains illustreront ça par des propos, et puis notamment Mohamed Amin sur le cas de Znata, mais on voit bien qu'on a besoin d'avoir des villes plus denses, plus ramassées et plus homogènes. Sinon, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un enjeu qui est très fort. Deuxième enjeu qui est très fort, c'est, et ça a peu été dit également, me semble-t-il, c'est au fond la capacité des villes à produire du service individuel et collectif. Et qu'aujourd'hui, l'État seul ne produira pas ces services individuels et collectifs. Ça veut dire qu'on est, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, il y a cette nécessité de passer par un ancrage des territoires, et cet ancrage des territoires, c'est aussi passer par les acteurs du territoire. Et les acteurs du territoire, c'est bien sûr l'État, c'est bien sûr les collectivités locales, mais c'est aussi les entreprises, c'est aussi la société civile. Et au fond, on voit bien que les leviers de la production de services individuels et collectifs passent par tous ces acteurs. La question de l'adaptation au changement climatique, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé. Il y a un vrai problème de résilience des populations. Si vous regardez la carte de l'Afrique, là, au-dessus de ma tête, vous voyez bien que l'Afrique se développe par son littoral partout. Partout, elle se développe par son littoral. Et qu'il y a quand même un sujet sur l'impact du changement climatique sur la montée de la mer. Et donc ça pose la question de, au fond, comment les villes du littoral vont devoir, de manière impérative, s'adapter à cette contrainte climatique. Et quatrième enjeu qui est fondamental, qui effectivement, ça a été dit, donc je ne reviens pas là-dessus, sur la question de la gouvernance fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, la participation citoyenne est un levier fondamental pour participer de cette fabrique
de cette fabrique des villes. Alors, pour ne pas être trop long, je finirai juste par 4. Alors aujourd'hui, c'est le chiffre clé. Des fois, il faut être mono message. Donc, j'ai décidé que c'était 4 aujourd'hui. Donc, peut-être 4 leviers pour juste provoquer le débat. 4 leviers de cette transition. Le premier, on en a parlé, mais pas forcément en des termes avec lesquels on doit en parler, me semble-t-il. Sauf monsieur, peut-être, vous en avez parlé. C'est la question de la décentralisation. On voit bien que tout le monde a dit ça, hein, aujourd'hui l'échelon pertinent c'est le territoire. Et pourquoi l'échelon pertinent c'est le territoire? Parce que c'est celui qui est au plus près des besoins des populations. Et qu'on voit bien que partout les populations sont défiantes, si ce n'est pour ne pas dire plus que défiantes, et qu'au fond il faut essayer de coller au plus près de ces aspirations des populations. Et donc ça veut dire pour une maison comme l'AFD accompagner aussi ces processus de décentralisation qui sont extrêmement complexes, extrêmement versatiles aussi pour des raisons politiques. Ça veut dire renforcer les capacités financières et techniques des collectivités locales. Enjeu majeur, on voit bien qu'il y a ce gap. On est quand même dans des pays qui ont une tradition d'État centralisé très fort, avec des capacités de l'État très fortes, mais avec des capacités quand même des collectivités locales qui sont un peu moins fortes. Donc si on veut réaliser ce dont on a parlé quand même tout à l'heure, c'est que ça passe quand même par la case renforcer les collectivités locales. Et ce d'autant plus que, objectivement, il s'est passé plein de choses au cours des dernières décennies. Et il s'est passé une chose fondamentale, c'est quand même, on a tous perdu, quand je dis tous, on retrouve ça dans beaucoup de pays, ce déficit d'aménagement du territoire. Et ça, probablement, quelque part autour des années 80 et autour du désarmement des politiques publiques. Et donc, il faut revenir aussi vers une démarche, une vision en termes d'aménagement du territoire. Et donc, ça passe par de la planification stratégique. Pour une maison comme l'AFD, c'est évident que quand on est en dialogue institutionnel avec nos partenaires, on a besoin quand même d'avoir ce type d'outils de planification stratégique parce que ce sont ces outils qui vont intégrer en amont tous les enjeux dont tous les collègues ont parlé tout à l'heure. Et c'est ça qui, au fond, structure aussi un programme d'investissement. Donc, au fond, un plan de développement local, ce n'est pas juste une checklist de projets, ça ne suffit pas. C'est aussi une cohérence de ces projets et une cohérence stratégique au regard des enjeux du territoire. Et puis, dernier élément, et je finirai là-dessus pour ne pas être trop long, il y a un levier qui est fondamental, et ça refait peut-être sa boucle. Je commençais par l'Afrique, donc je vais finir quand même par l'Afrique. Au fond, on voit bien que l'enjeu de ce sommet de juin à Bordeaux, c'est aussi d'une certaine manière d'essayer de faire la démonstration que l'Afrique, ça a été dit par Madame l'ambassadrice, l'Afrique est aujourd'hui un territoire d'innovation. Aujourd'hui s'expérimentent des nouvelles formes de travail, s'expérimentent de nouvelles technologies, et que, au fond, l'Afrique regorge très probablement et regorgera d'autant plus dans les années à venir de ces histoires d'innovation. Alors, je ne vais pas être trop long, je vais juste citer quelques petits exemples et conclure là-dessus. Aujourd'hui, on voit bien que l'accès à l'énergie se réinvente. Il n'est pas possible, pour plein de raisons, de passer par la case... Dans certains cas, en Afrique, s'invente. Oui. Il n'y a même pas d'énergie dans certains espaces, donc s'invente ou s'invente. Voilà, s'invente ou s'invente, et puis, en tout cas, on y a accès différemment, et qu'aujourd'hui, juste, c'est une petite histoire, qui est peut-être anecdotique, mais qui veut dire beaucoup de choses. Donc j'avais rencontré un entrepreneur ivoirien qui avait inventé ce qu'on appelle le cartable solaire. Je ne sais pas si cette histoire est connue ici, et en fait, le principe est assez simple, c'est au fond de charger un cartable d'une batterie solaire. Donc le petit garçon ou la petite fille d'ailleurs charge son cartable d'énergie, et puis comme il y a quand même des déficits d'éclairage public là où il habite, il a un accès à une source d'énergie pour pouvoir éclairer et puis faire ses devoirs. Donc ça veut dire au fond, au-delà de cette histoire anecdotique, ça veut dire que se réinvente l'accès à l'énergie à travers des modes d'accès décentralisés, et non plus par des accès centralisés, des réseaux d'infrastructures qui sont extrêmement coûteux, extrêmement longs à mettre en œuvre. Deuxième petite histoire, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans des pays comme la Tunisie, par exemple, et le Burkina Faso, des laboratoires d'innovation urbaine. Donc, se regroupent au sein de ces tiers-lieux d'innovation, un ensemble d'acteurs, beaucoup d'acteurs de la société civile, et ils participent d'une réinvention de services collectifs, de modalités d'aménagement, etc. etc. Donc ça, c'est pour l'Afrique. Et puis je finirai sur le Maroc quand même rapidement, mais de manière très lapidaire, puisque c'est peut-être la transition avec la séquence suivante. On voit qu'il y a des histoires aussi au Maroc qui sont très intéressantes. Il y a l'histoire dont parlera Mohamed Amin,
qui est l'histoire de Znata, alors qui est une histoire qui s'écrit, hein, qui est en cours d'écriture, où au fond, l'idée, effectivement, est de se dire comment on réinvente la mixité sociale sur ce territoire. Et qu'il en parlera sans doute, le sport, la culture, c'est aussi des leviers fondamentaux pour essayer de créer cette mixité sociale. Peut-être que M. Iken et Mme Boudzil, que j'entrevois, nous parleront aussi du pari de Ben Grir. Pari de Ben Grir, c'est le pari de comment on reconvertit des territoires miniers en cité de la connaissance. Donc ça aussi, c'est des histoires qui s'écrivent aujourd'hui et qui sont, à mon avis, de formidables exemples. Et puis je finirai par une dernière chose, et puis faire un peu de propagande, excusez-moi pour la Ça sera votre dernière phrase. Ce sera ma dernière phrase. Au fond, ce que je dis là, c'est très en deçà de tout ce qui existe aujourd'hui, et que je pense qu'un enjeu collectif a essayé de faire émerger toutes ces idées, ces bonnes innovations, et l'AFD a lancé un challenge sur les villes durables. Et donc on vous distribuera ici et là les modalités de participation à ce challenge pour effectivement contribuer en tout cas à cet exercice collectif. Ok, et on peut participer aussi à sa promotion, vous avez raison, merci beaucoup, c'est en donnant l'occasion aux uns aux autres d'exprimer ce qu'ils font qu'on arrive à mettre le focus sur les expériences. Merci beaucoup Monsieur Mezouri pour votre contribution. On va voir le dernier intervenant et je le remercie pour sa patience. Président de directoire du groupe Al-Amran, Badr Kanouni, on va voir avec vous la question de la convergence sectorielle au service de l'aménagement durable dans les territoires. On va se prendre une dizaine de minutes. Très bien. Merci beaucoup. Donc, très heureux, bien sûr, d'être là pour une thématique qui est fondamentale pour notre pays, pour nos pays, d'une manière générale. Je pense que beaucoup de choses ont été dites et que je partage pleinement. Le Maroc... donc effectivement, a connu un développement extrêmement fort, à l'instar de ce que connaissent aujourd'hui les différents pays africains. Mais nous l'avons dit, il y a quand même beaucoup de réussites qui ont été faites, il ne faut pas les oublier, puisque ce passage, il y a eu une explosion de la population, enfin multipliée par 3 entre 1960 et 2014. Dans les villes, c'est plus de 6 fois ou 7 fois. Et tout cela, quand même, s'est fait d'une manière globalement satisfaisante. Et c'est des aspects qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, évidemment, le monde a changé. Les défis sont autrement plus importants. Et aujourd'hui, il faut se préparer avec, franchement, tout ce qui a été dit. Et nous en sommes parfaitement conscients. Je rappellerai simplement qu'il y a 6 à 7 millions de Marocains qui vont arriver dans les villes dans les 10 prochaines années, 12 peut-être. Et là, c'est un défi énorme qu'il faut relever avec les besoins dont on a parlé, avec les attentes dont on a parlé, qui ne sont plus les attentes qu'on a connues il y a 40 ans ou 50 ans. On a parlé de cette révolution digitale, on a parlé de l'importance de tout ce qui est environnemental, l'efficacité énergétique. Donc tout cela, ce sont des obligations aujourd'hui auxquelles il faut faire face. Et Dieu sait ce qui nous attend encore dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais en tout cas... il y a une préparation et une anticipation énorme à faire. Moi, je parlerai également sur un peu l'aspect opérationnel, parce que nous sommes l'outil de l'État au niveau de l'habitat d'une manière générale, au niveau de l'aménagement des territoires. Nous avons aujourd'hui 4 villes nouvelles, nous avons 50 pôles urbains à travers le territoire, sur l'ensemble du territoire. C'est des espaces de 100 hectares, 300 hectares, 500 hectares. Eh bien, ce sont des espaces où les politiques sectorielles, justement, peuvent se réaliser dans cet esprit dont nous avons parlé. Et il faut aller, il y a véritablement une conduite de changement d'une manière globale à mener, et dans le cadre d'une soutenabilité de nos territoires. Et donc il y a des décisions à prendre. Et tout ce dont nous avons parlé, il faut effectivement l'opérationnaliser. Le Maroc a réalisé des choses au niveau réglementaire, au niveau législatif. Cette planification urbaine, elle est là, elle existe. Maintenant, elle est en train de se développer. Mais demain, comment nous allons mettre tout cela en marche réellement? Quels sont ces espaces dans lesquels tout ce que nous avons dit peut se traduire et peut se réaliser? Donc qu'on le veuille ou pas, je sais que par exemple quand on parle des villes nouvelles, ça n'a pas très bonne presse. Mais ces 6-7 millions de Marocains, il faut bien les mettre quelque part. C'est soit des extensions des villes actuelles, nous voulons avoir de méga pôles encore plus grandes, nous voulons développer ces fameuses petites villes ou villes moyennes de 250, il y en a sur le territoire, ou dans certains cas, il faut bien créer des villes nouvelles. Le Maroc a un programme de 15 villes nouvelles,
eh bien, il faut leur donner les chances pour qu'elles réussissent. Ou ces extensions des villes, il faut également leur donner des chances pour que ça puisse réussir. Et nous sommes tous d'accord que nous ne voulons pas avoir uniquement, je dirais, un espace dans lequel il y a l'habitat. C'est évident, et ça a été rappelé brillamment dans les différentes interventions, il faut accompagner les besoins de ce citoyen. Nous en sommes parfaitement conscients, nous par exemple en tant qu'aménageurs, nous souhaitons qu'il y ait dans ces extensions urbaines que nous allons mener, ou d'autres opérateurs sont en train de réaliser, qu'il y ait effectivement une convergence d'abord de vues, qu'il y ait avec force une vision qui soit partagée et qui puisse accompagner ces développements territoriaux, parce que ça se fait sur 15 ans, 20 ans, 40 ans. Il faut qu'il y ait cette gouvernance dont nous avons parlé, et il faut donc, en plus de l'habitat, et déjà cet habitat, il faut qu'il y ait cette mixité sociale, donc il faut la réussir. Il y a des recettes, il y a des outils, il y a des choses que nous faisons déjà aujourd'hui, parce que nous ne souhaitons pas tout construire, nous, en tant que bras immobilier et de l'aménagement de notre pays. Nous voulons continuer à travailler avec les promoteurs privés, même le développer. Mais il faut qu'il y ait aujourd'hui des fonciers adaptés, je dirais même en termes de prix. Quand on demande à des promoteurs de faire des logements sociaux, et vous savez que nous avons des fameux logements sociaux à 140 000 dirhams, personne ne peut le faire si on n'a pas un prix de ce foncier qui soit adapté. Mais un aménageur public peut le faire quand il y a une vision convergente de cette action publique au niveau central et au niveau territorial. Le fameux problème de la classe moyenne au Maroc, dites-moi comment nous allons pouvoir réaliser aujourd'hui des produits à 600 000, 800 000 dirhams pour cette classe moyenne. Est-ce que nous sommes capables de le faire dans les villes? Est-ce que nous sommes capables de trouver des prix de foncier adaptés? C'est clair que non. Si nous trouvons à 10 000 dirhams, 15 000 dirhams, on peut s'estimer heureux aujourd'hui dans les centres-villes, mais c'est clair qu'on ne peut pas, in fine, sortir à des prix de 500 000 ou de 800 000 dirhams pour cette classe moyenne. Il faut aller vers des extensions urbaines, mais des extensions urbaines qui soient maîtrisées avec des prix adaptés, qui ne peut se faire que s'il y a un portage et une gouvernance, qu'elle soit locale, territoriale ou centrale. Alors, bien sûr, on a parlé de l'habitat. Il faut également que dans ces extensions urbaines, quelles qu'elles soient, villes nouvelles ou agrandissement de villes petites, moyennes ou grandes, que les différentes politiques sectorielles se retrouvent. Nous ne pouvons pas aller créer des zones, par exemple, pour l'industrie, à 30 km des villes qui existent aujourd'hui. À 30 ou 40 km ailleurs, nous allons créer des zones logistiques. Ailleurs, nous allons créer des stations touristiques. Il faut quand même qu'il y ait cette également vision de ces extensions urbaines, chose qui est fondamentale pour cette durabilité, pour tout ce dont on parle. Même les moyens de l'État étant ce qu'ils sont, les moyens de nos régions, les moyens territoriaux sont ce qu'ils sont, ils vont accompagner quelle extension urbaine? Quelle ouverture? Pour l'industrie, pour la logistique, pour l'habitat? C'est un petit peu dommage. Il faudrait que tout cela se réalise au niveau d'un seul territoire pour que ces moyens qui sont les nôtres et celles de nos pays en Afrique peuvent se concentrer. Il y a de la mutualisation qui est quand même à faire et qui est vraiment nécessaire. Alors, je reviendrai peut-être sur ce que nous faisons. Nous sommes un opérateur qui réalise, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'opérations. Nous avons à peu près 100 à 150 projets annuellement. Cet aspect, d'ailleurs, je tiens à remercier franchement l'AFD, qui est un partenaire, qui nous accompagne dans pas mal de choses et qui a été même pour nous un accélérateur de tout ce qui est politique de développement durable, de RSE, efficacité énergétique, etc. Puisque nous sommes très profondément orientés à ce niveau-là et ça fait partie de notre stratégie. Je parlerai, nous sommes en train par exemple de travailler sur de nouveaux procédés de construction qui nous permettent aujourd'hui de réduire peut-être de 30% les délais de construction, mais surtout de répondre aujourd'hui au même coût à toute cette réglementation qui existe et peut-être même des choses à venir au niveau environnemental, au niveau thermique et même au niveau phonique. Nous travaillons beaucoup avec nos amis de l'AME. Nous avons déjà eu des projets démonstrateurs. On a eu avec l'AME et l'Union européenne. Sur les 5 projets qui ont été retenus, 4 sont des projets publics et de logements sociaux particulièrement. Nous sommes bien sûr orientés, alors on veut donner l'exemple
parce que nous avons un écosystème important qui travaille avec nous. Tous les sièges de nos différentes filiales, nous en avons 14 au niveau national, pour les adapter un petit peu à ce besoin d'efficacité énergétique et autres. Nous sommes en train de travailler pour la RSE sur l'ISO 26000. Nous sommes déjà très bien avancés. Nous allons probablement également, nous sommes en train d'aller sur le process de labellisation de la CGM. Et cette problématique dont nous sommes en train de parler, je peux vous garantir, tout le monde le sait, nous la partageons beaucoup dans les différentes rencontres que nous avons sur notre continent, ici en Afrique. Puisque d'abord cette coopération sud-sud se développe. Le Maroc, parfois on ne reconnaît pas toujours nos réussites ici au Maroc, mais on peut les reconnaître à l'international. Le Maroc a été retenu pour développer la nouvelle capitale du Soudan du Sud. C'est un méga investissement, nous parlons de plus de 12 ou 13 milliards de dollars. Et cette expertise, donc elle est là. Nous sommes intervenus en Centrafrique sur un certain nombre de pays. En tout cas, on peut être assez long parce que j'ai parlé d'un écosystème. Nous travaillons avec beaucoup d'architectes, avec les entreprises de construction, avec les promoteurs privés, avec les bureaux d'études, ingénieurs et autres. Et nous faisons beaucoup de choses de sensibilisation à ce niveau-là pour que nous renforcions, disons, cette orientation concrète et qu'on réalise au niveau des différents projets qu'on relève. En tout cas, je reviendrai aussi, je ne vais pas être très long parce que, comme je l'ai dit, tout a été très bien et brillamment exprimé. Aujourd'hui, la contribution que nous souhaiterions apporter en tant que groupe, c'est de trouver les moyens de concrétiser tout cela. C'est ça qui est aujourd'hui fondamental. En dehors de ce qui se fait au niveau de la réglementation urbaine, au niveau de ce qui se fait de la planification urbaine, il y a vraiment une nécessité de réaliser cela au niveau de certains territoires. Et la mise en œuvre de cette politique dont nous avons parlé, qui doit tenir compte des différents besoins et des différents aspects sectoriels, doit se porter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de vision de résultat. Le résultat doit être sacrifié pour réaliser ces objectifs dont nous parlons. Donc cet aménagement du territoire est pour nous un défi énorme. Et nous espérons, et je crois que nous sommes parfaitement orientés là-dessus, le Maroc en parle, Sa Majesté l'a rappelé dans ses différents discours, la nécessité de renforcer cette convergence pour qu'elle puisse s'exprimer au niveau de territoires qui vont être durables et qui vont permettre à ces différentes visions et ces différentes politiques sectorielles de se mettre réellement en œuvre. Et je vous remercie. Merci, Badr Kanouni. Je vais avoir juste une question avant de céder la place au panel suivant pour avoir les illustrations. Quand on est un aménageur comme le groupe Lamran et qu'on agit sur plusieurs espaces territoriaux dans plusieurs régions, et on comprend bien l'idée parce que tout à l'heure, le professeur Debine nous a interpellé dans ce sens où il faut mettre de la cohérence dans les politiques sectorielles et les décliner dans chaque espace, sur chaque territoire pour donner du sens. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous, dans votre mission d'aménageur dans certaines zones, vous pensez qu'il faut engager plus telle ou telle stratégie sectorielle du fait de la spécificité, je ne sais pas, des ressources de la région ou de la qualité des femmes et des hommes ou de je ne sais quel autre élément, ou est-ce qu'il faut simplement se dire il faut que le central se rendre compte qu'il faut qu'il décline et qu'il décline et qu'il décline. Quel est le regard que vous avez? Alors, je vous remercie pour cette question. Chez nous, la vision est parfaitement claire. Alors, nous avons la chance, parce qu'on a parlé de décentralisation, c'est que le groupe Lamran a des sociétés régionales. Chaque région a sa société, son entreprise, donc publique, qui est là, et dont le rôle est justement d'accompagner la vision territoriale, la vision régionale et la vision locale. Nous sommes déjà, juste pour rappel, signataires de 10 conventions avec 10 régions du Maroc, dans lesquelles on se met à la disposition de la région pour les accompagner au niveau de notre secteur, donc l'habitat, la politique de la ville et l'aménagement et le développement urbain, pour mettre en œuvre leur plan de développement. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est clair que le besoin ne peut être connu qu'au niveau local, qu'au niveau territorial, c'est évident.
Mais maintenant, nous sommes au sein d'un pays qui a une vision globale. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, par exemple aujourd'hui, doit être intégré dans l'approche régionale et territoriale et se réaliser par rapport aux spécificités locales. Donc pour répondre à la question, notre souhait, c'est de venir avec cette vision globale dont nous avons parlé, mais sa déclinaison doit obligatoirement se faire avec les acteurs locaux et les acteurs territoriaux. Et c'est la main tendue que nous avons vis-à-vis de tous nos partenaires institutionnels au niveau local et régional. En appendice, et ce sera ma dernière question, je comprends bien, est-ce que la dimension durabilité est plus facile avec ce modèle? La dimension, comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Elle doit se faire, elle doit être intégrée dans les visions de tous. Et comme ça a été dit, ce n'est pas toujours évident de le réussir. C'est pour ça que j'ai dit, cette gouvernance locale et territoriale est vraiment fondamentale. Il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait un pacte, qui doit trouver bien sûr ses formules institutionnelles, etc., pour se mettre en œuvre, mais dans lesquelles tout cela va être décliné. Parce que ce sont des projets qui se font sur 20 ans, 25 ans, 40 ans. S'il y a cet appui institutionnel permanent qui doit survivre à un certain nombre de contingences. Par exemple, quand on est avec des communes, nous connaissons que les délais des communes, c'est un mandat qui est de 5 ans. Et il faut que ces territoires aient une continuité qui dépasse ces mandatures. Et tout cela peut être réussi dans cette approche dont on a parlé, qui doit être institutionnalisée. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour vos contributions. C'est dommage que nous ayons eu un panel exclusivement masculin. Vous voyez que les questions d'inégalité genre se font dans des salles feutrées comme ça, et ce n'est pas bien. Et c'est franchement pas exemplaire. Mais bon, on fait avec le manque d'intelligence qu'on s'est donné ce matin en n'ayant pas des femmes dans notre panel. J'étais ravi de vous accompagner. Je vais laisser la place au suivant. Mon cher Ali, à toi. Merci beaucoup, Thierry. Donc, on va passer au deuxième temps des panels. Mais cette fois-ci, le panel sera exclusivement masculin, comme ça a été, comme c'est la règle qu'on va établir. Ce deuxième temps est important. Le premier panel avait, on va dire, l'avantage de poser une vision stratégique, une vision sur les politiques publiques. Et là, ce que je vous propose à travers ce panel, c'est de redescendre au niveau local pour voir les expériences et voir quels enseignements peuvent être tirés de ces expériences qui ont eu lieu au Maroc. Donc j'invite tout de suite M. Mohamed Sfiani, président du conseil municipal de Chefchaouen. J'espère qu'il est là. Ok. Voilà, donc on va raccourcir du coup le panel. Monsieur Fouad Sarghini, directeur de l'Agence pour la dédensification et la réhabilitation de la Médina de Fès. Pardon, installez-vous là et puis on interviendra à la suite. Monsieur Mohamed Amin Hajouj, directeur général de la Société d'aménagement de Znata. Et Monsieur Badri Ken, directeur général de IRSN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Oui. Voilà. Donc directement, on passe au premier intervenant de ce panel, M. Fouad Sarghini, directeur de l'Agence pour la dédensification et la réhabilitation de la Médina de Fès, qui va nous parler de l'expérience de son agence. La Médina de Fès, c'est un contexte, c'est une histoire, bien sûr, c'est on va dire pas un passif, mais un actif, parce qu'il qui est là, qui est présent, et sur lequel l'objectif, c'est de construire un avenir pour les citoyens qui sont à l'intérieur et puis pour tout l'environnement. Si Sarghini, bien sûr. En attendant l'installation des fichiers, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie. On peut ouvrir le. Le 30, voilà.
Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce séminaire, combien important pour nos villes, nos espaces et pour le bien-être de nos populations. Au début, quand j'ai vu le programme, j'ai été très interpellé par, je ne dirais pas la clairvoyance, c'est une évidence, des organisateurs d'avoir intégré dans le programme une ville historique millénaire pour voir le futur. Ce n'était pas raté, et ça a été de plus en plus confirmé par les propos qui ont été dits par les conférenciers, notamment les concepts de ville compacte, de mixité, de mobilité, etc. Et là, on se pose la bonne question sur l'intérêt de travailler sur ces villes historiques. Bon, d'abord, d'emblée, parce qu'elles sont durables. À l'époque, que ce soit au Maroc, dans toutes les villes du monde, je crois, ils n'avaient pas le choix que de travailler avec durabilité. Se protéger du froid, se chauffer, construire avec les matériaux d'à côté, et plus on construit avec ce qu'on a, plus on assure une certaine durabilité dans le temps, dans le vrai sens physique et dans le sens, je dirais, philosophique de la question de la durabilité. Donc le travail de la Médina, sur la Médina de Fès et dans toutes les villes historiques, je suppose, c'est d'abord un travail pour le bien-être de la population, mais c'est aussi pour conserver et pour maintenir une certaine mémoire de l'expérimentation humaine durant des siècles et des siècles, qui pourrait servir certainement pour le présent et le futur. Cela ne va pas dire que forcément on va reprendre toutes les formes qui ont été dans le passé, mais c'est surtout tout le bon sens qui avait présidé à la construction de ces villes. Aujourd'hui, il est facile de trouver dans nos villes un mécanicien à côté d'un boucher, chose qui est impossible dans une ville bien organisée, dans laquelle il y a du bon sens, dans laquelle il y a des urfs, dans laquelle il y a des traditions, etc. Bon, je passe directement sur la présentation et je crois que je n'aurai pas vraiment le temps de philosopher sur la question. Les illustrations pourraient peut-être un petit peu attirer la discussion sur cela. Bon, la Médina de Fès, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, elle est au milieu du nord marocain, avec 12 siècles d'histoire, étalée sur 300 hectares, avec 24 km de murailles et près de 14 000 bâtisses à l'intérieur des murailles. Et aujourd'hui, avec moins de population qu'autrefois, 90 000 habitants. C'est exactement la population qu'il y avait au début du XXe siècle. Donc on est revenu à la normale, mais ce n'est pas la normale. On pourra en discuter par la suite. Elle est d'une grande richesse, je dirais, patrimoniale, avec des palais, avec des belles demeures. Sur les 14 000 bâtisses, il y a 11 000 qui sont historiques, dont 9 500 maisons. Quand je dis maisons traditionnelles avec passion, avec une organisation et tout ça. Sur ces maisons-là, il y a 740 qui sont des palais et des belles demeures. C'est une ville qui est encore vivante avec ses mœurs, ses activités, ses traditions, ses coutumes, son aspect spirituel et culturel aussi, avec tous les services sanitaires dont la plupart sont toujours encore en activité, les hammams, les lieux sanitaires, les toilettes, les réseaux hydrauliques et tout ça. Une grande intensité de présence d'êtres humains qui travaillent, qui produisent de la richesse à travers l'artisanat notamment, près de 30 000 artisans. J'ai parlé tout à l'heure des lieux sanitaires, on parlera aussi de fontaines historiques, 70 fontaines, mais là on voit qu'il y a aussi la fontaine des chiens. Donc c'est une ville qui avait respecté l'élément, je dirais, animal, l'élément environnemental animal, et on trouve une fontaine du chien, c'est une chose rare qu'on pourrait très rarement trouver dans d'autres villes. Il y a aussi des lieux emblématiques qui sont à la lisière des entités de la Médina, comme les grandes places, comme Place Boujeloud, la Place Makina, qui était un grand lieu de réception d'ambassadeurs, le Jardin Jnasbil, qui abrite beaucoup d'activités aujourd'hui musicales, artistiques, etc. De grands lieux emblématiques, bien que ce soit très petit, mais pas très majestueux, mais emblématique par rapport à l'horloge hydraulique, sur laquelle aujourd'hui nous avons un projet et nous avons l'ambition de la remettre en fonction.
C'est un grand défi scientifique et technologique. C'est déjà notre programme et on est aujourd'hui amené sur les deux prochaines années à venir à remettre en fonction cette horloge hydraulique. Bien sûr aussi la reconstruction des norias qui font relever l'eau dans la Médina. Ça c'est une petite noria, mais il y a la plus grande au monde musulman, c'est celle de Moulay Abdallah, qu'on va aussi remettre en fonction. On va voir cela dans certaines des images qui vont venir par la suite. Comme lieu emblématique, le Maristain, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique du XIVe siècle, et aussi les forts de défense, comme le Borge Nord et le Borge Sud. Celui-là, il abrite aujourd'hui un très beau musée des armes qui est géré par les forces armées royales. Et bien sûr, un grand lieu de mixité sociale, d'activité sociale, d'exercice de la tradition avec toute sa tolérance et sa cohabitation dans la Médina de Fès. Bien sûr, des activités, je dirais, qu'abrite aujourd'hui la Médina de Fès dans ces espaces, parmi lesquels le grand festival de musique sacrée du monde, qui est organisé chaque année. Et bien sûr, la ville s'apprête et se prépare à plusieurs activités de ce genre-là durant les 10 années à venir. Pour passer directement à un certain nombre de projets, je passerai très rapidement sur ça. Vu l'ampleur de la Médina, son intérêt historique, son intérêt social, son intérêt culturel, il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, et notamment ces dernières années. Et on a eu la chance d'avoir ces projets qui sont lancés sous la houlée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, non seulement pour Fès, mais pratiquement pour toutes les Médinas. Il y a aujourd'hui 8 Médinas qui ont commencé avec des programmes très importants, avec un investissement public de plus de 4 milliards de dirhams. Avec la Médina de Fès, je ne vous présente ici que les projets récents d'il y a une dizaine d'années. Je commencerai par le programme Artisanat Fès Médina, pour lequel la coopération américaine a été présente au début, c'est-à-dire à la moitié du projet, avec 563 millions de dirhams et 6 800 personnes bénéficiaires. Il s'agissait de 4 fondouks historiques qui ont été restaurés, de la mise à niveau d'un quartier artisanal existant et de l'aménagement d'un grand complexe artisanal à la Leidouna. Vous avez ici l'impression de ce qu'ont été ces fondouks. C'était carrément des ruines, des lieux de rongeurs, de parasites, de nuisances dans la Médina, et qui sont redevenus des fondouks tels qu'ils étaient au XIVe siècle. Donc on a restitué, à travers des études archéologiques, historiques, architecturales, on a restitué toutes les formes qu'il y avait, bien sûr avec une adaptation de l'usage aux besoins d'aujourd'hui. Tous ces bâtiments-là intègrent des ascenseurs, intègrent des systèmes de lutte contre l'incendie, tout le confort nécessaire pour la sécurité, etc. Le Fondouk Chemaïn, par exemple, comment il a été, comment il est redevenu. Les activités après la restauration qu'on mène au sein de ce fondouk-là, en plus des artisans qui bénéficiaient des locaux à l'intérieur, on fait amener des activités aux artisans pour pouvoir les faire connaître plus à travers ces activités culturelles qu'on mène avec, par exemple, le Centre culturel français, avec le Cervantes, avec des associations, etc. L'autre projet, c'est la place La Leidouna, qui a connu récemment la visite de Sa Majesté le 15 avril de cette année, 2019. C'est un grand espace qui a été initié en collaboration avec le gouvernement américain, mais c'est par la suite que le gouvernement marocain a pris la relève pour financer tout le pâté de cette place. Il s'agit de 7000 m² au sol, traversés par la rivière de Oued el-Jawahir, avec un pont historique datant du XIe siècle. Les situations, je dirais, urbaines, environnementales étaient, je dirais, catastrophiques. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Les gens travaillaient dans des conditions, je dirais, inhumaines. Et puis aussi, à l'époque déjà, il y avait des enfants, je ne dirais pas que c'était toléré, maintenant ce n'est plus toléré, mais les enfants travaillaient dans des conditions à la lisière de la rivière qui était polluée, etc. Donc tout le travail qui a été fait, c'est réhabiliter les bâtiments qui avaient de la valeur historique, comme les fondouks, comme on voit ici, le fondouk l'Hsor, Dar Belmati, qui est devenu un centre du patrimoine, etc. Voici les conditions. Bon, c'est un slide qui est inversé, il devait venir auparavant. Donc, les conditions environnementales et humaines étaient intolérables. Donc, il était nécessaire d'intervenir sur cet espace-là pour éviter de continuer à voir des gens qui travaillent dans des conditions difficiles et puis qui risquent beaucoup de choses au niveau de leur santé, etc. La restauration aussi de Dar al-Arqa, qui est devenu un centre de promotion de l'artisan, géré par l'université euro-méditerranéenne, une autre maison qui est devenue un centre du patrimoine,
et pas mal de fondours qui ont servi aujourd'hui à attirer plus d'artisans, notamment les jeunes, et on vise aussi les femmes. Ce n'est pas comme le panel d'aujourd'hui, nous avons pas mal de femmes dans l'artisanat et auxquelles on fait bénéficier par les locaux qu'on est en train de restaurer. Là, vous avez des paysages urbains qui ont été, on voit comment ils ont été changés avant et après le projet. Là, ça donne un aspect, je dirais, beaucoup, bon, pas moderne, mais qui s'adapte à la morphologie de la Médina, mais ça montre que c'est un projet qui a été fait au XXIe siècle, notamment que ça a fait l'objet d'un concours international pour lequel ont participé 48 pays avec 176 propositions. Et tout cela couronné par la visite de Sa Majesté le 15 avril de cette année. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en valeur effective, c'est-à-dire l'exploitation de ces lieux, et chaque bâtiment est affecté à un corps de métier particulier. Les khanazas, les denazas, les menuisiers, les coutures traditionnelles. Il y a par exemple un fondour qui a été affecté à la couture depuis le bouton traditionnel qu'on se met au l'aqda ou la مش العقدة depuis l'aqda, depuis le fil jusqu'à la salle d'exposition dans laquelle on vend tout. Donc là, on sommes aujourd'hui dans ces jours-là, au cours de ces jours-là, on est en train d'affecter ces lieux à ces artisans. Voici par exemple les réunions de sensibilisation pour intéresser les gens, pour leur expliquer s'ils sont intéressés ou pas. Par la suite, ils passent à visiter les lieux pour choisir les locaux. S'il y a 2 personnes sur le même local, ils font ce qu'on appelle le tirage au sort. Donc tout cela se fait avec beaucoup de transparence, beaucoup d'ouverture sur la population. Et là déjà, Fandaq al-Kbash qui est devenu Jnan al-Qftan, qui est géré par une association de très haute maîtrise de ce domaine-là. Par exemple, un des lieux à Saht al-Laïd Douna qui sert aujourd'hui à abriter le seul artisan qui fait le brocart, je ne dirais pas au monde, je n'oserais pas, mais au Maroc au moins. C'est le Ma'allim al-Wazzani qui a des métiers à tisser très particuliers, utilise des milliers et des milliers de fils. Et là, il est réinstallé dans ce lieu-là après avoir été dans un lieu très indécent dans la Médina de Fès. Bien sûr, un lieu aujourd'hui prisé par les touristes, les visiteurs et tout ça. Un autre projet, c'est celui des monuments historiques qui a été achevé en 2017. Il s'agit de 27 monuments qui ont été restaurés pour un montant de 360 millions de dirhams et qui a fait bénéficier à près de 1657 personnes, dont essentiellement des artisans et des commerçants traditionnels dans la grande Kessania, soit le bazar de Fès. Donc, ça, ce sont des images sur ces monuments-là, avant, en cours et après. Ça, c'est les médersa Sahnij qui sert aujourd'hui pour un institut d'art calligraphique, les ponts historiques datant du XIe siècle, le plan Khanashfiyin, le Borge du XVIe siècle de Sidi Bounafer, qui va servir à une école de gastronomie, de démonstration, donc c'est en cours de préparation aujourd'hui pour l'exploitation, et le souk, le Fondouk Sara, les tanneries qui abritent toujours près d'1 millier d'artisans tanneurs qui font le tannage traditionnel, et le secret de leur continuité dans le temps, c'est que ces tanneurs-là ne sont pas concurrencés par le tannage moderne. C'est pour cela qu'ils existent toujours, qu'ils subsistent toujours. Ils font un produit écologique qui n'est pas concurrencé par le tannage moderne, sinon ils auraient disparu il y a très longtemps. Aussi, Darzak, un monument du XVe siècle qui va être bientôt servir pour un musée d'art domestique. Et tous ces lieux-là, il y a un contenu qui est donné, notamment sur insistance de Sa Majesté, pour faire revivre la Médina, pas forcément telle qu'elle était dans le passé, mais au moins rappeler certaines fonctions du passé adaptées à l'usage d'aujourd'hui. Là, on voit les étudiants encore se reloger dans ces médersas-là, avec des conditions décentes, de douche, de toilettes, de chambres, de machinerie de linge, avec le Wi-Fi et tout ça. Donc ce sont des étudiants du XXIe siècle qui habitent dans des lieux du XIVe siècle qui ont été réadaptés aujourd'hui. Le musée de l'Astrolabe, qui a été aussi monté à travers une maison qui servait à l'astronome qui faisait les calculs de l'astronomie, des calculs du temps, etc. Et tout cela couronné par la visite de Sa Majesté en 2017. Là aussi, il y a un truc qui est en parallèle, c'est ne pas oublier la population qui vit dans des conditions difficiles. Il y avait 3600 bâtiments qui menacent la ruine dans la Médina.
Aujourd'hui, pratiquement, on a terminé ce programme. Sur ce nombre-là, on a même dépassé les objectifs. Mais c'est un phénomène, M. Kanounim sera d'accord avec moi, c'est un phénomène qui se reproduit, qui est toujours, c'est-à-dire, il y a toujours un parc qui est produit par le fait de la dégradation qui est toujours dans la spirale négative. Donc là, c'est des interventions directes. 2 minutes, très bien. C'est des interventions sur des bâtiments pour éviter l'effondrement sur la population. Vous voyez que c'est des opérations simples avec des coûts de 80 000 dirhams qui sont une subvention de l'État vers les personnes qui y habitent pour éviter les drames dans la Médina. Et Dieu merci, ces dernières années, on a évité tout cela. Alors, un autre programme concernant l'infrastructure d'entrée dans la Médina, d'accessibilité. Il s'agit de 8 parkings, il s'agit de faire le pavage, il s'agit de refaire l'adressage et de mettre un dispositif d'information touristique. Je passerai très rapidement sur ça. C'est un budget de 400 millions de dirhams. Voici les parkings qui sont aujourd'hui en cours d'aménagement après avoir épuisé toute la procédure d'expropriation. Aujourd'hui, nous avons pratiquement la possession de 8 parkings. Le pavage aussi, on a bien avancé dans le pavage. Et là, quand on parle bien sûr de villes durables, villes intelligentes, rien n'empêche qu'aujourd'hui, dans ces villes qui ont un caractère déjà écologique, qui ont un caractère naturel, qui sont construites avec des matériaux locaux, d'introduire tout ce qu'il faut par la technologie pour pouvoir préparer ces villes à être des villes intelligentes. Par exemple, pour le pavage, aujourd'hui, on passe systématiquement des fourreaux comme attente pour la fibre optique. Ça, c'est un exemple. Il n'y a pas que la fibre optique. Mais il faut préparer ces villes-là aux prochaines années pour que ce soit des villes durables et intelligentes aussi. L'aménagement des espaces, l'adressage, je passe très rapidement sur tout ça. Et puis, un dispositif d'information, ça permet d'avoir des casques, des audioguides pour visiter la Médina. Et de façon automatique, vous avez toute l'explication des monuments qui se déclenche à partir de la reconnaissance des visiteurs. Je terminerai par le dernier programme, c'est celui de restauration des monuments pour 113 sites. Et là, je passe très rapidement. Par exemple, là, nous avons des grands lieux historiques à restaurer. Le musée de la culture juive qu'on est en train de construire aujourd'hui. La grande noria dont je vous ai parlé, les tombeaux mérinides, l'horloge hydraulique, tout ça, c'est dans notre programme qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Là, c'est un musée de l'eau qu'on va réaliser dans un répartiteur avec illumination des monuments. Et je passe très rapidement pour être dans les 2 minutes. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Cécile Reyni. C'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'assister à cette présentation. Le travail qui est fait est énorme et vous avez un environnement dans lequel il y a une histoire, il y a une vie, puisque la Médina n'est pas déserte, elle est encore complètement vivante. Et puis vous avez tout ce projet qui est là pour donner une seconde vie à la Médina, pour générer de l'activité. Merci encore une fois pour cette contribution. Sisfiani étant absent, vous avez remarqué que le panel, il y a en gros 2 temps. Un premier temps sur des villes, on va dire, existantes avec un actif ou un passif en fonction de la perspective, et puis des expériences nouvelles. Comme le maire de Chefchaouen n'a pas pu faire le déplacement, Saïd Mouline a proposé de donner un peu d'éléments dans la mesure où c'est l'AME qui a créé le label Jihatino, qui est le label qui a été accordé à la ville. Donc je l'invite à partager avec nous un peu plus d'informations, comme ça les gens n'auront pas fait de déplacement pour rien, en tout cas ceux qui voulaient entendre parler de cette expérience. Merci beaucoup, Saïd. Merci, Zira, c'est avec grand plaisir. Je le prends, c'était pas prévu du tout, mais je tiens à le dire ici parce que ce concept de Jihatino, c'est un label qui avait été développé lors de la COP, juste un peu avant la COP 22, et on avait voulu que les villes s'intègrent dans une approche beaucoup plus volontariste pour des villes durables. Et le label s'est inspiré du European Energy Award. Et on a créé le Middle East Africa Energy Award, Jihatino. Jihatino, ça veut dire notre région en arabe et en berbère. Mais pour dire que ce concept de labellisation est aussi important pour donner la visibilité à tous les acteurs qui font ces efforts. Les grandes villes africaines, il y en a de plus en plus, se doivent d'avoir aussi des carottes quelque part. Il y a des carottes pour les accompagner au niveau financier, sur les politiques,
mais aussi les mettre en avant. Et ce que nous avons fait lors de la COP22, c'est de les mettre en avant parce que c'est le maire de la ville de Chaouane, je pense qu'il avait parlé, donc il aurait expliqué comment une ville a été labellisée, qu'est-ce qu'elle a eu comme actions qui ont été menées, pourquoi elle les a menées, et comment elle a réussi à le faire dans une petite ville avec les moyens qu'elle avait, et comment on a réussi à mettre en place des changements technologiques. La piscine municipale de Chaouane est chauffée à l'énergie solaire, il y a l'éclairage public qui est géré d'une façon optimisée, il y a un tableau de bord énergétique au niveau de la commune, il y a un volet important, parce que tout ce qui est aspect technique, il y a la valorisation de déchets, les mobilités, mais il y a aussi un volet important, c'est la sensibilisation des citoyens. C'est parler de la société civile, il est très important, et c'est pour ça qu'un point info-énergie a été mis en place à Chaouane pour sensibiliser, pour montrer que la ville fait des efforts, mais qu'elle voudrait que tous les citoyens soient aussi impliqués. Et c'est pour ça que c'est la ville qui a été primée. D'autres villes sont sur la liste. Il y a Oujda, il y a Agadir, il y a Brimillal, Marrakech en discussion et Rabat. Et donc, je pense que ce volet de labellisation est aussi important pour accompagner ces problèmes. Zenata, bien sûr, a été conçu dès le départ comme cela, mais d'autres villes, aujourd'hui, essaient de rattraper et garder une approche politique, parce que c'est de la politique. Hein, c'est une politique volontariste au sein de la ville. Et c'est un débat qui avait eu lieu au sein de la commune, pourquoi faire tout cela et pourquoi aller de l'avant. Et avec monsieur le maire de la ville de Chaouane, je crois qu'on a eu quand même un avocat, parce que c'est très important que le leadership soit porté. Il ne s'agit pas de faire des actions, il s'agit qu'il soit réalisé dans la durée. On a eu pendant la COP beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses sont retombées après. Pour garder cette effervescence parce qu'il y a de la visibilité, il faut continuer et mesurer tout le temps. Et c'est pour ça que quand on parle d'actions qui sont menées, d'investissements qui sont faits, il faut en même temps que les responsables soient dans une vision de continu, de toutes ces actions soient menées en continu et que les procédures qui sont mises en place soient respectées chaque année. Et on fait un bilan annuel. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette approche. C'est le message que je tenais à faire rapidement. C'est Ali pour dire que ce label existe, il peut se développer et qu'aujourd'hui, dans le concept des villes nouvelles ou des villes qui veulent se remettre à niveau, nous sommes à leur disposition. Merci.